Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer la table ronde. J'invite ceux qui sont dehors peut-être à nous rejoindre, à rentrer. On va commencer dans 2 minutes. Ça va, vous avez bien mangé? Là, on est le créneau un peu dur à 14 h où les gens vont digérer. Donc, avec mes 4 compères, vous allez voir, on va bien vous motiver. Peut-être le temps que les gens rentrent, on va faire un petit sondage. Vous le savez, hier, il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti, avec toujours ce même constat qu'on doit être dans le temps de l'action et que ce temps de l'action est de plus en plus contraint, que les 1,5 degrés arrivent plus vite que ce qu'on peut penser. Qui a déjà été effrayé justement face à ce dérèglement climatique, à la lecture d'un rapport du GIEC, à main levée? Ok. Et qui voit dans les low-tech, dans les démarches low-tech, une grande source d'espoir, une grande source de... Ok, j'ai même pas besoin de finir la question. Super, c'est bien, on est entre nous. Je vois qu'on partage un certain nombre de choses. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Donc moi, je vais animer cette table ronde sur les démarches low-tech en entreprise. Je m'appelle Quentin Tison. Je suis ingénieur à l'ADEME en Normandie. Et entre autres missions, j'essaye de dynamiser les démarches low-tech sur le territoire normand, de faire en sorte que ce soit facile en fait pour les entreprises et associations de se lancer dans des démarches low-tech, de jouer notre rôle aussi côté ADEME, de définition de ce qu'est une démarche low-tech, de comment est-ce qu'on pourrait la développer pour que ce soit pertinent et surtout que ce soit un outil de la transition écologique. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble à quoi est-ce que ça ressemble, les démarches low-tech en entreprise, et comment est-ce que ça pourrait se développer. Est-ce qu'il y a des freins justement à l'implémentation, à la mise en œuvre des low-tech par les acteurs économiques. Et donc pour ça, je suis accompagné de mes 4 compères, donc Arnaud Créteau, Alan Fustek, Anne-Sophie Pierre et Elise Auters. Je vais les laisser se présenter et je vous propose de les applaudir bien fort déjà. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Arnaud, je suis fondateur de Néoloco. Donc c'est la première activité de boulangerie solaire et de torréfaction solaire en Europe. À la base je suis ingénieur, donc j'ai fait mes études à Nantes d'ailleurs, pas à Centrale mais à Nantes. Et donc il y a une grande histoire assez longue, une bonne quinzaine d'années, mais qui a amené à monter ce projet d'artisanat là en Normandie. Mais plus qu'un projet d'artisanat, c'est vraiment de réinventer les pratiques de la boulangerie et de la torréfaction pour les rendre compatibles avec une énergie intermittente. Et voilà, c'est une aventure qui a amené beaucoup de choses. Donc je travaille aussi avec Elise, mais qui va se présenter après, mais qui amène vraiment une dynamique. Et donc il y a vraiment une création de filières et des nouvelles approches. Donc, par exemple, il y a plusieurs artisans solaires là, qui sont là aujourd'hui, dont un qui présente la machine qui est dehors, Didier. Et donc, il y a un vrai mouvement qui se met en place autour de ça. Et voilà. Après, on va aller plus loin après, tout à l'heure, je pense. Merci beaucoup. Pour l'instant, description courte, juste vous présenter. Je n'avais pas donné la consigne. Juste vous dites voilà, qui vous êtes, ce que vous faites. Si, ça marche. Bonjour tout le monde. Alan Fustek, donc je suis fondateur d'un cabinet de conseil en développement durable à Paris qui s'appelle Goodwill Management, qui aide les entreprises à mettre en œuvre des low-tech. Je suis cofondateur d'un label délivré à des entreprises qui s'engagent fortement dans le développement durable, qui s'appelle Lucie. Et je suis également fondateur d'une zone d'activité low-tech en Bretagne qui s'appelle Kerlotech. Voilà. Merci Alan. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie Pierre, je travaille chez Decathlon et je travaille dans le service innovation pour aider les sports à innover, en particulier les sports de montagne, puisque je suis localisée en Haute-Savoie. Et puis depuis 2017, j'essaye de m'approprier avec les équipes de Decathlon dans la partie conception, l'innovation frugale et low-tech.
Et donc pour terminer, donc moi je suis Élise Others, je suis la gérante de CPM Industrie, qui est une PME spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils mécaniques, qui est basée près du Havre. Et je suis la cofondatrice avec Arnaud de Labeltech, qui est une société qu'on a créée ensemble à l'issue d'un projet fructueux de four solaire. Labeltech, c'est une société qui professionnalise les low-tech. Merci beaucoup à vous quatre pour la présentation. Je vais commencer par te poser une question. Je vais vous poser des questions les uns après les autres. Et puis à la fin, préparez vos questions. On va garder 20-30 minutes où c'est vous en fait qui allez interroger Arnaud, Alan, Anne-Sophie et Élise. Arnaud, dans nos discussions à plusieurs reprises, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'outil sans savoir-faire et qu'un outil s'inscrivait dans une culture. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es arrivé à ce raisonnement et comment tu en es arrivé finalement à créer Néoloco et Labeltech? Ouais, exactement. En fait, moi, quand j'étais étudiant ingénieur, pour moi, un ingénieur, ça devait être quelqu'un qui est capable de voir les problèmes qui existent dans la société et d'y apporter une solution technique si seulement c'est une solution technique qu'il faut. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en ingénieur avec cette idée-là, j'ai remarqué qu'on nous préparait beaucoup à intégrer des grandes entreprises qui, de mon point de vue, contribuaient plus au problème qu'à essayer de le résoudre. Et donc, on a fait un voyage avec un ami, on a créé une association qui s'appelle les Vagabonds de l'énergie, où l'idée, c'était d'aller faire une étude énergétique on a fait plus d'une vingtaine de pays dans le monde, etc. Et un des grands apprentissages de ce voyage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'énergie, c'était moins un problème technique qu'un problème social, parce qu'il y a des solutions qui fonctionnaient à des endroits qui ne fonctionnaient pas à d'autres, parce que les stratégies énergétiques dans des pays étaient différentes d'un pays à l'autre, alors que les solutions, le panel de solutions sont les mêmes. Et donc, voilà, et ça, c'est toujours très présent aujourd'hui dans Néoloco. Et je pense que c'est ça qui change et qui est très utile dans les solutions low-tech qui marchent, et surtout si on veut alimenter l'économie avec. C'est qu'il ne s'agit pas simplement de remplacer un outil, donc en l'occurrence un four électrique avec un four solaire, mais en fait il y a des savoir-faire qui vont autour, il y a des modes d'organisation qui vont autour. On n'organise pas une boulangerie solaire de la même manière qu'on organise une boulangerie de quartier, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on se base sur une énergie intermittente qui n'est pas disponible tout le temps. Et en fait ça c'est un frein uniquement si on n'est pas prêt à repenser son mode d'organisation. Donc il y a plein de manières de faire si on intègre l'ensemble, quoi. Ok, merci beaucoup. Justement, sur le savoir-faire, tu es passé, donc tu l'as dit, tu étais ingénieur à l'origine, tu es passé boulanger. Explique-nous un peu la démarche de justement pourquoi devenir boulanger en fait. Alors, faut que j'explique le lien de comment est-ce que j'en suis arrivé à travailler avec un four solaire. Donc pendant le voyage d'études des Vagabonds de l'énergie, un des projets que j'ai visité, c'était un projet qui était mené par une association à l'époque qui s'appelle Solar Fire, qui est devenue une entreprise plus tard. Et en fait, c'était un projet de concentrateur solaire. Et donc moi, je les ai rencontrés en Inde. Et à ce moment-là, on alimentait c'était un concentrateur de 30 mètres carrés, donc 3 fois plus grand que celui que j'utilise aujourd'hui, qui fabriquait de la vapeur pour alimenter des moteurs à vapeur. Et donc, il faut imaginer une machine comme celle de dehors, mais de laquelle sort de la vapeur, qui alimente un moteur à vapeur. Donc vous voyez le mouvement mécanique se mettre en marche simplement par la puissance du soleil. Donc c'est quand même hyper impressionnant. Et donc moi, à partir du moment où j'ai vu la machine, comme là vous la voyez dehors, en fait, j'ai plus quitté le projet. Et je suis devenu directeur technique de Solar Fire Concentration. Et on a resimplifié nos solutions pour pouvoir les financer, parce que c'est très coûteux de fabriquer des machines. Et donc on s'est concentré sur la chose la plus simple qu'il y a, c'est un four. On fait rentrer de l'énergie dans une boîte, on évite qu'elle sorte, et en fait ça s'appelle un four. Et on a commencé avec ça à équiper des boulangers dans des pays en développement. Et c'est très bien, moi je faisais la conception, donc j'ai travaillé depuis Nantes derrière mon petit PC à accompagner des artisans dans les pays en développement à travers Solar Fire. Sauf qu'à un moment donné, concevoir des fours de boulangerie sans soi-même savoir faire du pain, et ben en fait ça a atteint des limites. Et donc c'est là où vraiment il y a la nécessité de mélanger le savoir-faire et la conception. Et c'est pour ça que je me présente souvent comme un ingénieur artisan ou ingénieur boulanger,
parce que si on veut concevoir des solutions qui soient réellement performantes énergétiquement, en fait, ça ne sert plus à rien de mettre d'enfermer des ingénieurs dans des bureaux d'études pour optimiser de 1% le rendement du système, etc. À un moment donné, il faut vraiment tester les choses dans le milieu réel, et donc créer une activité artisanale pour tester des solutions techniques qui soient réellement sobres. C'est le seul moyen de vraiment valider les choses. Et on sort de la logique de juste je remplace le matériel, je revends mon four électrique, j'installe un four solaire, etc. Et pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ça commence à marcher et qu'on arrive à... Donc maintenant, Néoloco, aujourd'hui, c'est 3 équivalents temps plein. On vend des produits dans plus de 80 magasins en Normandie. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont venues se former ici. Il y a un industriel près du Havre qui fabrique les machines. Il y a plus d'une dizaine d'artisans qui se sont installés en France. Il y a des centaines de personnes qui se sont renseignées pour créer leur activité autour de ça. Donc ça marche. Et pourquoi est-ce que ça marche? Je pense que ça revient vraiment à la racine, en tout cas, de la réflexion qui, moi, m'a amené à créer Néoloco. C'est qu'il faut arrêter de penser le problème purement d'un point de vue technique. Il y a des organisations sociales qui fonctionnent avec ça, il y a des organisations sociales qui ne fonctionnent pas avec ça. Et ça fait vraiment une grosse différence. Merci beaucoup. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté je conçois un outil, et en fait, cet outil, il y avait aussi ce côté-là, j'imagine, en France, il n'est pas utilisé, ou on ne trouve pas encore le besoin, en fait, je vais le montrer et je vais le faire moi-même. Je vais monter cette boulangerie, je vais faire du pain et je montre que ça marche. Ouais, et voilà, et donc ça devient un projet qui est surtout culturel à la fin. À partir du moment où l'outil technique existe, en fait, vous êtes dans un projet culturel. Et le slogan de Néoloco, donc nous on vend du pain et des graines torréfiées, c'est culture locale, changement total, parce qu'on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montre que ça peut marcher, ou que soi-même on en vit, etc., on commence à casser des barrières. Et puis en fait, c'est un espèce de gymnastique à avoir où on se permet de faire les choses à partir du moment où il n'y a rien d'autre qui nous dit qu'elles ne pourraient pas marcher. On ne peut pas alimenter une activité économique avec une énergie intermittente. Qui dit ça? C'est l'argument qu'on entend souvent. Alors l'économie ne peut pas être alimentée par les énergies intermittentes. Moi je suis d'accord, mais la phrase elle n'est pas finie. L'économie ne peut pas être alimentée par les énergies intermittentes parce que l'économie a été pensée pour fonctionner sur les énergies continues. Mais si vous concevez des entreprises qui sont capables d'être organisées autour des énergies intermittentes, l'économie peut être alimentée par les énergies intermittentes, il n'y a aucun problème. Et donc là, on le montre à Néoloco à l'échelle de la boulangerie, de la torréfaction. Mais en fait, la boulangerie, c'est quoi? C'est des produits périssables. La torréfaction, c'est des produits de conservation. Si vous prenez l'économie productive, l'essentiel de l'économie productive, donc qui produit des choses, c'est des biens de conservation. Et donc, il y a des méthodes d'organisation que nous, on a mis en place chez Néoloco et qu'on a testé et éprouvé. Si vous priorisez les tâches énergivores, donc les tâches qui consomment de l'énergie, les jours où l'énergie est disponible, le problème devient très simple. Vous voyez, dans une activité de torréfaction, par exemple, il y a plusieurs tâches. Il y a la torréfaction, l'emballage, la comptabilité, la livraison, etc., etc., etc. Vous faites la liste de vos tâches et il y en a qui sont énergivores. Donc il faut identifier les tâches énergivores. Nous, c'est la torréfaction. Et vous vous rendez compte que la torréfaction, donc la cuisson des graines, c'est 15% du temps. Et donc le problème de fonctionner avec une énergie intermittente, ça devient est-ce que je peux prioriser 15% de mes tâches quand l'énergie est disponible? En fait, le problème devient très simple. Et donc avec ça, vous pouvez essayer de repenser beaucoup d'activités économiques. Voilà, une chaise, ça se conserve, une table, ça se conserve, des vêtements, ça se conserve, etc. Et donc les produire quand l'énergie est disponible, c'est pas compliqué parce qu'après, on n'est pas sans travail. En fait, il faut livrer, il faut remballer, il faut transformer. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, tu as déjà bien déployé ton idée justement effectivement de repenser les modes d'organisation face à l'intermittence de l'énergie. On va basculer côté industrie avec toi Élise. Ce que j'aimerais savoir c'est justement comment s'est fait le rapprochement entre Arnaud, donc successivement vagabond de l'énergie, directeur technique de SolarFire puis artisan. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce que vous faites ensemble maintenant? Alors, on s'est rencontrés avec Arnaud juste avant le confinement, il y a 3 ans. Arnaud est arrivé avec son projet un peu fou, mais très beau, de four solaire. Donc, il avait le sien qu'il avait fabriqué vraiment en mode low-tech avec des matériaux de récup sur des plans disponibles. Et il est venu nous voir en nous demandant un four 2 fois plus gros. Nous, comme on fait que du prototypage, on n'a pas eu peur. On a relevé le défi. Et puis la période de Covid a été assez propice parce que le sujet de l'énergie était à ce moment-là, on l'a oublié, un vrai sujet.
Et on a trouvé le projet vraiment original. Et même si le principe de la concentration solaire en fait est très très ancien, la façon dont il nous l'a présenté était très innovante. Donc là, il a touché notre fibre d'innovateur. Et on lui a développé en 6 mois à peu près son four à concentration solaire avec 11 mètres carrés de miroir qu'on est venu installer chez lui. Il nous a aidé à l'assembler. Et moi, c'est la première fois que je vivais une relation un peu atypique parce qu'habituellement, mes clients sont des industriels. Ça va être des groupes comme Safran, Renault, Airbus. Et donc j'ai l'habitude d'être dans des relations qui sont très codifiées, très structurées. Quand tu parlais tout à l'heure du rapport qu'on a justement dans le travail et dans notre organisation entre l'énergie continue et l'énergie intermittente, nous le vrai enjeu, c'est qu'on a des exigences clients, on répond à des specs, on a des lead time. Moi c'est ça mon quotidien en réalité, c'est livré à J7, à H4, c'est extrêmement pointu. Et là, j'avais pour la première fois un client qui me propose alors déjà un projet hyper intéressant et qui s'inscrit clairement dans un projet de transition. Et puis, quelqu'un qui incarne son projet. Et dans l'industrie, on n'incarne pas. Hein. Safran n'incarne pas les avions et Renault n'incarne pas les voitures. En tout cas, pas les ingénieurs avec lesquels on travaille, qui sont souvent très segmentés et sur des projets extrêmement précis, extrêmement pointus. Donc, il y a une forme de désaffect dans les échanges, alors qui rendent les relations sereines, mais ça manque un peu d'humanité, tout ça. Et là, on avait un projet plein d'humanité, on a un projet social, on a un projet technique, on a un projet culturel, on a un projet de société, en fait. Et nous, on a adoré l'idée qu'il soit le premier en Europe, et on aime bien être les premiers. Donc, on a décidé de l'accompagner en allant plus loin. L'idée étant de capitaliser en fait sur toute cette expérience de 6 mois, développer un prototype et de se dire mais puisque ça fonctionne chez Arnaud, ça devrait pouvoir fonctionner pour d'autres. Donc, industrialisons ce four pour le rendre duplicable en le fabriquant en France. Avec effectivement un cahier des charges assez rigoureux en termes d'empreinte carbone, avec du sourcing exclusivement local. Nous, il est fabriqué à 100% en Normandie. Et ce four, l'idée c'était de le rendre réglementaire, certifié pour un usage professionnel. Et on a travaillé pendant 2 ans à l'élaboration de ce four ensemble. Et on travaille tellement bien ensemble avec Arnaud qu'on a décidé de s'associer pour créer la Label-Tech en se disant ce qu'on a fait pour le four, en fait, on pourrait le dupliquer pour tout un tas d'autres solutions low-tech. Puisque, alors moi, je ne connaissais pas du tout l'univers de la low-tech, je connaissais plutôt l'univers de la high-tech. En revanche, mon quotidien, c'est l'obsolescence programmée et ça m'insupporte. Et j'ai vite compris que dans la low-tech, j'y trouverais aussi du confort en termes de SAV parce qu'on lutte contre cette obsolescence et c'est clairement du confort dans la gestion de la relation client. Et au-delà de ça, ça a du sens en fait. On crée un produit, il est fiable, il est robuste, il est durable, point, il est vendu, on n'en parle plus et il vit sa vie. Et il vit sa vie très longtemps. Un four solaire, a priori, correctement maintenu, doit pouvoir durer toute une carrière de 40 ans, 44 maintenant il paraît. Et pour vous peut-être même encore un peu plus. Et donc, on s'est dit qu'on n'en resterait pas là. Et là, on est en train de développer un prototype de rocket stove à destination de la cuisson nomade, donc les food trucks. Mais également, ça peut être un outil pour un détenteur du four solaire complémentaire. Et l'idée, c'est de pouvoir le vendre à des professionnels. Parce qu'on a fait ce constat que la low-tech, si on est un peu malin, un peu bricoleur, qu'on a un garage ou un bon réseau d'amis bien équipés en outils, on y a accès à la low-tech. Mais quand on vit en appartement, qu'on n'est pas forcément super bricoleur et ou qu'on n'en a simplement pas ni l'envie ni le temps, on n'a pas accès à la low-tech. Et moi, quand j'ai regardé autour de moi, je me suis dit la seule low-tech à laquelle j'ai accès, c'est mon étendoir à linge, voilà, pour remplacer mon sèche-linge. Mais sinon, pour le reste, en fait, j'étais démunie. Et j'aimerais bien avoir plus de low-tech dans ma vie. Et simplement, je travaille 50 heures par semaine, j'y ai pas accès. Et l'idée de pouvoir l'acheter, cette low-tech, pour moi, c'est important. Et c'est un peu l'idée et la philosophie de la Label-Tech, c'est de pouvoir observer les super initiatives qui sont présentes et de pouvoir proposer de les vendre. Mais notre modèle ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que tout ce qu'on développe est en open source. Et l'idée, c'est aussi de permettre à ceux qui veulent le faire eux-mêmes de pouvoir le faire eux-mêmes. Parfait. Peut-être question sur l'industrie, justement. Ici, je pense qu'on est tous au courant que voilà, les démarches low-tech, c'est un mouvement qui est émergent. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et il y a
il y a tout un pan du cours en low-tech qui s'attache beaucoup au do-it-yourself, au fait de créer soi-même ses outils. Et donc, justement, comment est-ce que l'industrie se place par rapport à ça? Moi, c'est vrai aussi que dans les rencontres que j'ai avec les industriels normands, beaucoup se portent plutôt sur la high-tech, l'industrie 4.0, industrie du futur, où on va automatiser une ligne de production pour éviter des charges salariales. C'est assez fréquent. Comment tu vois, toi, justement, la connexion entre l'industrie et les low-tech? Alors déjà, il y a un niveau de prise de conscience, il ne faut pas se mentir, des industriels qui sont quand même un petit peu en retard et qui vont plus miser sur la high-tech. On le voit bien sur les sujets de la mobilité, hein, typiquement, et on va promouvoir l'industrie connectée, la 5.0, 6.0, je ne sais pas où on va s'arrêter. Alors le digital, oui, au service de l'homme, mais dans une certaine limite, et certainement pas au mépris du bon sens. Et je pense qu'en fait, le fil rouge qu'on doit avoir dans l'industrie, c'est le bon sens. Moi, je regarde dans mon entreprise, on est 35, donc aujourd'hui, on est trop nombreux pour que je puisse avoir un regard sur tout ce qui s'y passe. Donc, il y a forcément des opérations que je vais connecter parce qu'elles n'ont pas de valeur. Parce que l'humain n'est pas créateur de valeur ajoutée sur cette tâche. Moi, quand j'ai un chaudronnier qui va attaquer la fabrication d'un châssis, il va la démarrer le matin à 8h36 et la terminer à 17h09, qu'il aille le renseigner dans un tableur Excel, c'est pas de la valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fabrication du châssis, c'est ses compétences en termes de soudeur, c'est ses compétences en termes de traçage qui vont m'intéresser. Mais qui me note et qui passe 10 minutes à me répertorier ce qu'il a fait n'a pas d'intérêt. C'est un intérêt pour moi parce que ça me permet de m'assurer que ce que je vends, je le vends correctement. Mais c'est à peu près tout. Donc là, j'ai intérêt à me digitaliser. Donc il faut que le digital soit au service de l'homme dans la mesure où cette opération, elle ne crée pas de valeur. Et il faut regarder, c'est quoi la valeur de mon entreprise et c'est quoi la valeur de l'homme qui est au centre de mon organisation. Mais tant que l'industrie n'aura pas compris ça, elle ne s'en sortira pas. Et moi, il y a un deuxième sujet que je voulais lever, c'est qu'on est dans un pays où aujourd'hui, on est beaucoup plus cher que tous les autres pays du monde. Et vendre du Made in France, c'est bien. Tout le monde sur le papier est d'accord. Mais on l'entend tous les jours avec la politique inflationniste qu'on a aujourd'hui qui fait que les gens veulent payer toujours moins cher. Je veux payer moins cher et j'ai pas trop envie de regarder si ce que mon voisin a fabriqué, il en vit mal. Parce que c'est ça le sujet en fait. Sauf que ce qu'on achète, il est fabriqué par quelqu'un et on préfère ne pas savoir que de savoir que cette personne-là est mal rémunérée de son travail. Et aujourd'hui, on mise tout sur la digitalisation et la numérisation et l'automatisation, la robotisation de nos industries. C'est pas là où la France, elle tirera son épingle du jeu. C'est justement dans la création de valeur autour de l'homme. C'est là où nous, on sait être bon. Et je ne suis pas certaine que prendre le chemin de la digitalisation soit forcément le bon chemin. Merci beaucoup, Élise. On va changer d'échelle et passer donc petit industriel de 35 personnes à Decathlon. Donc c'est j'ai regardé mes chiffres, 22 500 personnes en France et puis 100 000 dans le monde. Anne-Sophie, est-ce que tu peux déjà nous expliquer à quoi ça ressemble les démarches low-tech chez Decathlon? Quelles sont les initiatives qui ont été lancées? Oui, alors ça a démarré en 2017 avec le bouquin de Naviraju, Jugaad redevenons ingénieux. Qui a comme différentes tendances attisé la curiosité en fait des équipes de conception. Et puis il y a plusieurs personnes qui ont levé la main pour s'approprier cette démarche, ce courant, et pour essayer. C'est-à-dire que dans le bouquin de Naviraju, il y a des exemples, mais nous, les ingénieurs concepteurs, on n'a pas trouvé de méthodo. Donc du coup, on s'est dit, ok, c'est super. Nous, on a aussi nos valeurs chez Decathlon de faire des produits simples, astucieux, malins. Et puis, c'est parti en fait de la reconception d'un sac à dos où le contexte c'était l'inflation et l'augmentation du coût de main-d'œuvre en Chine. Et on s'est dit, le sac à dos, si on change rien, on n'arrivera plus à le vendre au même prix. On va être obligé de monter le prix de vente parce que la main-d'œuvre a augmenté. Alors, pour permettre de maintenir ce prix de vente, il y a plusieurs stratégies, notamment des stratégies d'achat dans lesquelles on n'a pas voulu aller, qui sont allées dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de reconcevoir ce sac à dos comme s'il y avait quasiment plus de coûts de main-d'œuvre dessus. Et donc, en fermant les yeux, en se disant ce serait quoi le process automatisé ou automatisable pour faire ce sac à dos. Et donc, on l'a simplifié vraiment à l'extrême. On a raisonné coût complet, ce qui a été assez nouveau à l'époque pour nous.
Et puis aussi, on est venu apporter ces astuces, donc de concevoir un sac à dos à plat avec une couture périphérique dans laquelle on vient de mettre le maximum de composants. Cette technique-là, on l'a donnée au designer qui en a fait un sac à dos qui est à la fin plutôt plus esthétique que l'initial. Donc en faisant ça, on a baissé aussi l'impact environnemental et puis on a pu avoir un prix de vente maintenu. Donc avec cette bonne pratique, ce bon exemple, et puis l'émergence de ce courant Jouga de redevenant ingénieux, hein, tu parlais de bon sens, on s'est dit, derrière le bon sens, est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut dupliquer pour pouvoir la pérenniser? Donc suite à ça, voilà, on a essayé de tirer le fil avec d'autres exemples de produits. Ok, super. Justement, d'autres exemples de produits, moi j'avais beaucoup aimé l'exemple dont tu parlais du vélo d'appartement, parce que vous avez un parti pris de ne pas forcément communiquer sur le fait que ce produit était conçu dans une démarche low-tech ou pas. C'est quelque chose que vous faites en interne, mais que vous ne mettez pas en avant vis-à-vis de vos clients. Et je trouve que l'exemple du vélo d'appartement parle bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait avec ce vélo ? Oui, alors c'est un vélo d'appartement premier prix et pour lequel l'énergie du pédalage permet d'alimenter la petite tablette et de suivre ses performances. Donc ce vélo, du coup, comme c'est l'énergie du pédalage qui alimente ce suivi de performance, on n'a pas besoin de le relier au secteur. Donc on évite la prise et le fil. Et donc du coup, on a plutôt communiqué en disant ce vélo d'appartement, vous pouvez le mettre partout en fait. Vous pouvez le mettre sur votre balcon, dans le jardin, dans la rue, n'importe où, plutôt que de communiquer le comment on en est arrivé là. Parce qu'on se dit que c'est un peu comme un smartphone, on est plutôt se dire qu'est-ce que cet objet me permet de faire et après la techno derrière, c'est peut-être moins intéressant, sauf évidemment l'impact environnemental qui est devenu pour de plus en plus de personnes, j'espère, un critère de préférence. Dernière question, puis après on passera la parole à Alan et puis on vous laissera poser vos questions. Est-ce que demain, Decathlon, donc très grosse entreprise internationale, peut justement s'investir totalement dans les démarches low-tech, c'est-à-dire que chaque produit a été conçu dans une démarche low-tech, en répondant à un besoin plutôt utile ou essentiel, en tout cas sur les sports que vous pratiquez. Bref, la question que je veux te poser derrière aussi, c'est quels sont les freins en fait, qu'il peut y avoir dans une grande entreprise comme la tienne sur ces démarches low-tech dans leur sens technique, mais aussi d'un point de vue social et du projet de société qu'ils portent derrière. Je pense que la problématique première, c'est la croissance durable et la RSE. Après, les outils qu'il y a derrière, on voit bien que quand on veut améliorer l'impact environnemental et faire des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et des hommes, déjà, c'est pas évident à dire et c'est pas évident à prouver. Et donc ça, c'est le critère numéro 1. Et quand on dit éco-conception, déjà, on voit que les utilisateurs, les consommateurs mélangent local, bio, éco-conçu, etc. Donc si on vient rajouter une couche de lasagne en disant on va faire que de la low-tech, je suis pas sûre que ce soit le bon débat. Finalement, là, ça n'engage que moi et ça n'engage pas Decathlon, mais la low-tech, pour moi, ou l'innovation frugale doit rester un moyen au service pour servir une cause et des valeurs d'entreprise. Voilà. Ok, très bien. Merci Anne-Sophie. On va passer la parole à Alan. Alan, donc, tu as cette activité d'un côté de conseil et d'accompagnement dans l'entreprise, maintenant aussi avec Carlotech, une activité en direct d'agriculture, de construction. Est-ce que déjà, par rapport aux entreprises que toi tu as pu accompagner sur toutes ces années, tu peux nous faire un petit peu un état des lieux de où en sont les entreprises sur les démarches low-tech? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans l'esprit des dirigeants ou des employés? Où on en est? Alors, en fait, c'est en train de se développer à très grande vitesse au moment où nous parlons, et c'est très récent. J'ai été l'un des cofondateurs de la première école low-tech en France, du côté de Guingamp, qui s'appelle la Low-Tech School. Et quand j'ai commencé à proposer de créer une école là-dessus, on me regardait vraiment comme un allumé, quoi. C'est vrai d'ailleurs. Et
Et maintenant, 3 ans plus tard, les choses ont complètement changé. Je vous prends un exemple. Vous avez un salon de l'immobilier qui se tient tous les ans à Cannes, qui s'appelle le MIPIM. Il s'est tenu la semaine dernière. Et je suis tombé de ma chaise parce que des majors de la construction et de l'immobilier comme Eiffage, Bouygues, etc., ont pris position en disant qu'ils levaient le pied sur le smart building et sur la smart city et qu'ils allaient développer fortement le bâtiment low-tech. Donc ça, c'est actuellement. Voilà. On a créé une association d'entreprises qui font du partage d'expériences sur la low-tech. On a 30 entreprises dans cette association pour l'instant. C'est un bon début qui s'échangent des pratiques low-tech. Tu vois ? Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau. Donc il y a une espèce d'inflexion là qui est très intéressante. En l'espace de 2 ans, 3 ans, sur ces questions de low-tech, tout a changé. Avant, quand on parlait low-tech, on était pris pour un zadiste. Et aujourd'hui, les choses ont complètement changé à cet égard. Voilà. Et justement, auparavant, l'activité de Goodwill, c'était plutôt accompagnement, développement durable, la RSE. Comment tu fais ce lien entre ces concepts-là de développement durable, de RSE, plutôt entreprise, et la low-tech, là où, et c'est un des enseignements d'ailleurs de l'étude menée par l'ADEME, et donc tu étais un des principaux auteurs sur les démarches low-tech, il y a quand même une distanciation importante entre le concept de développement durable, développement à la fois social, économique et environnemental, et celui des low-tech, qui est pour le coup beaucoup plus radical dans son approche et qui porte un tout autre projet de société. Donc comment tu fais le lien, toi, entre ces différentes activités que tu as pu avoir ? Alors, bon, là, il y a plusieurs points dans ta question. Je vais commencer par notre petit niveau à nous, parce qu'après, il y a une question sociétale là derrière. Mais si on raisonne à l'échelle de notre entreprise, pourquoi est-ce qu'on est venu au low-tech ? Parce qu'on s'est rendu compte il y a 7-8 ans que ce qu'on faisait avec la RSE, c'est vachement bien, sauf que ça ne règle pas le problème. Et donc, en gros, si vous voulez, quand vous mettez en place dans une entreprise une démarche RSE, vous faites faire à l'entreprise un progrès qui est de l'ordre de 20% d'impact en moins. Et c'est pas si facile d'arriver à 20% d'impact en moins. Il ne faut pas se moquer, hein. Ça demande du boulot, etc., etc. Sauf que avec 20% de moins, vous êtes à côté de la plaque, puisque pour rentrer dans une économie vraiment soutenable, les impacts, vous devez les diviser par 4 ou par 5. Voilà. Et donc, effectivement, hein, vu de loin, si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme les entreprises françaises, on aurait besoin de 3 planètes, voilà, à la grosse louche. Et puis les entreprises responsables plus, elles passent à 2 planètes et demie. Vous voyez, dans la communauté Lucie, il y a 1200 boîtes. Bon, elles sont premières de la classe et elles sont 1% en France, mais elles sont à 2 planètes et demie. Et là, vous vous prenez un mur. Parce que vous vous dites, en fait, ça fait 20 ans que j'ai réussi à faire que ça. Bon. Et donc, on est venu à la low-tech pour ça. Parce qu'on ne rentre pas dans les limites planétaires sans, petit 1, remettre en cause fondamentalement le modèle économique des entreprises. Petit 1. Petit 2, avoir effectivement une approche de fabrication des objets beaucoup plus sobre, beaucoup plus frugal, et ça s'appelle la low-tech. Donc c'est un point de passage obligé. Voilà pourquoi nous, on est venu à ça. Maintenant, dans le monde de la low-tech en général, y compris, j'imagine, dans cette salle, il y a des idées, des façons de voir le truc, des gens qui vont appeler ça la low-tech et surtout rien d'autre, et puis d'autres qui vont appeler ça l'innovation frugale et qui vont faire la jonction entre les deux concepts. Là, il peut y avoir plein de discussions sur la place de l'entreprise dans la société, etc. Mais tout ça, ce sont d'autres débats.
Merci beaucoup Alan. Avant qu'on vous passe la parole, j'ai quand même une dernière question pour toi. Là, sur une période de 3 ans, quelles sont les priorités pour toi, pour les entreprises, pour qu'elles s'emparent des démarches low-tech? Qu'est-ce qui pourrait faire que les low-tech deviennent un enjeu stratégique, qu'il soit dans tous les COMEX, tous les CODIR des entreprises? Déjà, il faut insister sur le point précédemment évoqué d'ailleurs par nous 4, hein, c'est-à-dire que, et puis le petit sondage que tu as fait à la salle tout à l'heure apportait bien la preuve que si on ne change pas radicalement notre façon de voir la production d'objets, c'est foutu. Donc ça, il faut le dire et le répéter, et ça prend du temps. Et puis, mais ça bouge vite en ce moment, franchement, et pas simplement sur la low-tech. Hein. Sur la prise en compte des enjeux environnementaux, ça bouge très très vite. Donc, répéter. Ensuite, il y a une question de méthode. Alors nous, on s'est rendu compte dans notre méthodologie que si on voulait que les entreprises se mettent à la low-tech, on a trouvé 6 critères pour que ça marche. Le premier critère, il faut que ce soit en conformité réglementaire. Parce que sinon, circuler, il n'y a rien à voir. On fait ça dans son garage, mais on ne fait pas ça dans une entreprise. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un service après-vente. C'est-à-dire que l'appareil soit maintenu en conditions opérationnelles. Troisièmement, il faut que l'appareil soit fiable et qu'il ne mette pas le salarié en danger. Quatrièmement, il faut que s'il y a une vitesse de travail de l'opérateur qui baisse, elle ne peut baisser qu'un peu. Donc je vais employer un gros mot, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse perte de productivité. Parce que sinon, si l'opérateur travaille 2 fois moins vite, ça veut dire qu'il faut doubler la masse salariale pour faire le même boulot et l'entreprise disparaît. Ensuite, il faut que ce soit socialement accepté par les personnes. Et en dernier lieu, il faut que le prix soit acceptable. Alors quand on a ces 6 critères en tête et qu'on cherche des low-tech, on en trouve, mais alors une quantité très très importante. Ce n'est pas l'ensemble vide, il y en a plein, on les a recensés dans une base de données, on en a énormément. Et ensuite, effectivement, quand vous arrivez dans les entreprises avec ces 6 critères, moi, la démarche que je recommande, c'est une démarche qui est, entre guillemets, une démarche en sens inverse du progrès. Vous voyez ? Voilà. C'est-à-dire que, premièrement, est-ce que je peux déconnecter ? Puisque maintenant, il faut connecter tous les objets, y compris les couches culottes des enfants. Comme ça, le téléphone des parents, il sonne quand elles sont pleines. Donc, est-ce qu'on peut déconnecter ? Ça existe, hein ? Ça se trouve sur le marché. Regardez voir. Donc, je déconnecte. Deuxièmement, est-ce que je peux dénumériser ? Donc, enlever des programmes. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tant que ça de lignes de code dans une machine à laver ? Ensuite, est-ce qu'on peut désélectrifier ? Parce qu'on a quand même pris l'habitude de mettre de l'électricité partout, y compris dans les brosses à dents. Voilà, alors moi, ma femme, elle a une brosse à dents électrique, puis moi, j'ai une brosse à dents manuelle, mais on a exactement le même nombre de dents. Hein. Voilà. Bon. Donc, enlever l'électricité. Voilà. Ensuite, démécaniser. Voilà. Et en faisant ça dans cet ordre-là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez révolutionner la boîte, parce que bien sûr, les sujets qui sont là, qui ont été mis en œuvre, ne sont pas arrivés par hasard, mais vous obtenez des progrès qui sont très significatifs. Et moi, j'ai une vision très, très ouverte de la low-tech. Chez un de nos clients, par exemple, on a rendu un robot aveugle. C'est-à-dire que le robot, il avait des caméras qui tombaient en panne tout le temps, parce que c'était dans une industrie alimentaire avec plein d'humidité, etc. Donc, et ça coûtait un bras. Et puis, avec un tout petit guide sur des petits pains, le petit pain, il arrive exactement au bon endroit qu'il faut, puis le robot, il prend au bon endroit, puis il le met dans la boîte. Voilà. Et donc, alors certains d'entre vous vont dire, non mais ça, c'est pas de la low-tech, parce que quand même, il y a un robot. Ben oui, mais c'est un robot low-tech. Merci Alan. Petit sondage, le robot là, qui met la tranche de jambon dans le sandwich, low-tech, pas low-tech ? Low-tech, levez la main. Ok. Bon, ce sera l'objet de la 3e table ronde, comment mesurer qu'un projet est low-tech. Merci beaucoup, et puis tu as fini... Dans la définition de l'ADEME, cher ami,
comment dirais-je, on dit bien que la low-tech, c'est une démarche. Exactement. Hein, voilà. C'est-à-dire que la Logan, elle est plus low-tech que la Tesla. Voilà. Mais la Logan, elle est high-tech par rapport à la 2 chevaux, la 2 chevaux de 1948. Voilà. Exactement, merci, j'ai même pas besoin de le dire. C'est bien, donc tu as fini sur un point aussi, sur la viabilité, et vous avez chacun une vision différente des low-tech à vos échelles. Et je pense que c'est un des points communs que j'ai pu observer pendant les 4 entretiens, c'est que sur les démarches low-tech en entreprise, il y a absolument besoin que ce soit viable aujourd'hui pour que ça se mette en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à un moment ou à un autre une viabilité économique, une faisabilité technique, réglementaire, etc., etc. Ça vous a plu sinon ? Sur le début ? Ouais ? Vous pouvez les applaudir, hein ?